Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci de m'avoir invité ici. Donc, c'est avec plaisir que je reviens en Polynésie puisque j'ai effectué mon Master 2 ici, Master 2 UIO, avant de partir en stage en Calédonie où je suis finalement resté pour faire une thèse, donc encadré par Eric Vidal, Karen Bourgeois et Yves Le Tourneur qui est ici présent. Donc, je suis actuellement en seconde année de thèse et j'étudie les stratégies d'alimentation et d'exploitation de l'espace océanique par une communauté d'oiseaux marins qui niche en Nouvelle-Calédonie. Et j'applique cette étude à la conservation de ces espèces, mais également d'une biodiversité plus large. C'est le but. Donc il faut tout d'abord savoir que les oiseaux marins font partie des organismes qui sont les plus menacés dans le monde, car en effet, ils évoluent à l'interface entre les milieux terrestres et les milieux marins. Donc ils dépendent des milieux terrestres pour leur reproduction, donc c'est le seul moment où ils reviennent à terre, et ils dépendent entièrement du milieu marin pour se nourrir et nourrir leurs poussins. Donc ils sont soumis à de nombreuses pressions dans ces deux milieux. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la pollution, plastique, les prises accessoires, les introductions d'espèces en milieu terrestre, ce qui a amené à une diminution du total des populations suivies de 70% en l'espace de 60 ans. Donc c'est une perte de biodiversité qui est énorme. Et une des stratégies les plus largement adoptées pour pallier à cette perte de biodiversité, c'est la détermination d'aires marines protégées, avec notamment aujourd'hui l'émergence de plus en plus grande d'aires marines protégées à très large échelle, ou aires marines XXL. Donc l'intérêt de ces très grandes aires marines, c'est qu'elles permettent de protéger à la fois des espèces comme les oiseaux qui ont des déplacements de très grande amplitude, ou des espèces qui ont besoin de plusieurs habitats au cours de leur développement pour survivre et se reproduire, et à la fois de protéger un très large nombre d'espèces. Donc c'est dans ce contexte que la Calédonie, en 2014, elle a déterminé ce qui est actuellement le 4e plus grande aire marine protégée du monde, le parc naturel de la mer de Corail, donc, que vous pouvez voir ici. Mais actuellement, cette aire marine protégée, elle est encore en cours d'organisation, et donc il y a des connaissances scientifiques qui sont nécessaires afin de pouvoir déterminer des zones de forte biodiversité qui seraient utiles à protéger. Donc, comment déterminer ces aires sur une si grande échelle? Les oiseaux marins, ils pourraient être la solution eux-mêmes, car en effet, ce sont des excellents sentinelles des changements environnementaux et des bioindicateurs des zones de forte biodiversité de par leur trait de vie. En effet, ce sont des prédateurs apicaux, donc qui se situent en haut des réseaux trophiques, donc ils vont intégrer toutes les perturbations qui vont affecter les niveaux trophiques inférieurs. De plus, ils se nourrissent en association avec des espèces d'intérêt écologique et économique, comme les thons ou les dauphins, qui lors de leur chasse font remonter des petites proies dont viennent se nourrir les oiseaux. Donc finalement, identifier leur zone d'alimentation, ça revient à identifier toute cette biodiversité sous-jacente qui se trouve sous la mer et qu'on ne voit pas. De plus, ce sont des organismes qui sont à la fois longévifs et capables de déplacements de très grande amplitude, et donc qui vont permettre de fournir une information à la fois sur une large échelle temporelle et spatiale. Enfin, ce sont des individus bien qu'exclusivement marins qui sont facilement accessibles car ils viennent pour se reproduire. À terre, et donc ils sont plus accessibles que la plupart des autres organismes marins. Donc c'est pourquoi les objectifs de ma thèse, ça va être d'apporter de nouveaux éléments de connaissance sur l'utilisation de l'espace océanique par plusieurs espèces d'oiseaux marins qui sont encore méconnus, donc qui vont permettre d'apporter des mesures de conservation ciblées sur ces oiseaux, mais également sur la biodiversité plus large, comme je vous l'expliquais. De fournir des informations sur leur écologie trophique et leur régime alimentaire, qui vont permettre de relier ça à ces zones d'alimentation utilisées. De comprendre les patrons de distribution en mer de ces espèces et de les relier aux déterminants environnementaux, qu'ils soient physiques ou biologiques, via de la modélisation. Et enfin, de se servir des zones d'alimentation qui sont principalement utilisées afin de déterminer des zones de forte biodiversité dans ce parc marin et de fournir ces informations aux gestionnaires qui pourront ensuite prendre les décisions adéquates. Donc pour cela, ma thèse se base sur l'étude de 3 espèces différentes qui appartiennent toutes à la famille des Procellaridae. Donc, ce sont des sortes de petits albatros qui sont des oiseaux capables de déplacements de très grande amplitude. Donc, vous avez ici le pétrel de Tahiti, qui malgré son nom possède la plus grande partie de sa population en Nouvelle-Calédonie et aux Samoa, qui est actuellement classé comme quasi menacé, mais sur lequel finalement on a actuellement très peu d'informations. Et donc ces travaux, couplés à des travaux sur son habitat à terre, permettraient de peut-être
de réactualiser ce statut de conservation pour avoir des efforts plus appropriés pour cette espèce. Ensuite, nous avons le puffin fouquet, qui est une espèce très largement abondante en Nouvelle-Calédonie, avec plus de 500 000 individus, 500 000 couples qui se reproduisent chaque année en Calédonie, donc qui n'est pas vraiment menacé, mais dont les populations sont quand même en déclin, et qui permet d'avoir un gros jeu de données, puisqu'il est très facilement accessible en Calédonie. Et enfin, on a le pétrel de Gould, qui est classé comme vulnérable actuellement, et qui est soumis à une très forte pression, notamment par les mines en Nouvelle-Calédonie, et qui détruisent complètement son habitat. Et donc lorsqu'on effectue lorsqu'on va sur le terrain pour travailler avec ces espèces, on en profite pour faire aussi du piégeage de rats, de chats, et essayer de délimiter un petit peu leur habitat pour diminuer l'impact qu'on peut avoir sur ces espèces. Donc ces espèces, elles ont été suivies sur 7 sites différents pendant 3 saisons de reproduction. Donc on a 5 sites pour le puffin fouquet, avec un site un petit peu atypique ici qui est sur l'île aux Loupes, dans l'atoll des Chesterfield. Ensuite, 4 sites qui sont répartis le long de la côte ouest calédonienne, où on retrouve la plus forte abondance de ces oiseaux. On a le pétrel de Tahiti qui a été suivi sur un site en côte est et sur un site sur la côte ouest, où il se reproduit en sympatrie avec le puffin fouquet, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent au même endroit. Et enfin, le pétrel de Gould, qu'on retrouve uniquement en montagne sur ce site d'Etzumak, donc c'est le seul site qu'on a identifié. Et on a pu faire malheureusement qu'une année de suivi sur cet oiseau. Donc ma thèse se base principalement sur du tracking via des loggers GPS. Donc on va déployer en fait sur les oiseaux durant l'élevage des poussins, ce qui permet en fait de capturer l'oiseau au moment où il va nourrir son poussin. Ensuite, il va effectuer un trajet alimentaire en mer avant de revenir le nourrir, moment auquel on peut récupérer les données sur le GPS et récupérer le GPS. Donc on les calibre pour obtenir un point toutes les 15 minutes, ce qui permet d'avoir une bonne définition du trajet, tout en ayant une durée suffisante pour ne pas perdre le retour par exemple de l'oiseau, et ce qui nous permet d'obtenir soit un long trajet, soit plusieurs trajets alimentaires plus courts. Donc ensuite, j'y applique un algorithme de classification qui se base en fait sur du clustering à partir de la sinuosité et la vitesse du trajet de l'individu pour déterminer son comportement en mer. Donc en fait, quand on a une vitesse qui est élevée en ligne droite, on a un oiseau qui est en phase de transition, généralement entre sa colonie et des zones d'alimentation ou entre deux zones d'alimentation. Des points avec une très faible sinuosité, une faible vitesse vont constituer un comportement de repos en fait, à la surface de l'eau. Et nous, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est quand il a un trajet qui est sinueux, donc sinueux mais avec une forte vitesse. En général, il est en train de rechercher des zones à large échelle, mais quand vraiment le trajet est très sinueux, comme vous pouvez le voir, les points rouges par ici, et à faible vitesse, en fait, il est vraiment en train de se nourrir dans cette zone. Donc on sait que dans cette zone, potentiellement, il y a une forte biodiversité. Donc ensuite, une fois que cette identification est effectuée, on va isoler les comportements, donc tous les points GPS qui correspondent à des comportements d'alimentation, et on va réaliser des analyses de kernel, qui sont des estimations de la probabilité de densité, qui en fait permettent de déterminer où sont les zones principales d'alimentation, donc ici pour un oiseau, mais ensuite à l'échelle de la colonie, voire de tous les oiseaux confondus. Donc pour l'instant, on a obtenu 245 trajets à partir de 124 individus de puffins fouquets qui ont été traqués sur 5 sites différents. Donc vous pouvez le voir, il y a des trajets de très très forte amplitude avec un maximum de 3000 km qui ont été parcourus en 12 jours, juste en un voyage entre le moment où il part de son terrier pour ensuite revenir nourrir son poussin. Il s'est dirigé vers une zone d'alimentation à 750 km de la colonie. Donc ça montre vraiment le potentiel de ces oiseaux de voyager à très large échelle et donc de nous fournir des informations qui seraient difficilement accessibles autrement. Donc si on regarde un petit peu la distribution des trajets, on peut voir qu'on a une sorte de bimodalité avec les premiers trajets qui sont entre 1 et 3 jours. Donc en fait là c'est des trajets assez courts qui s'expliquent par le besoin de l'individu de revenir nourrir très fréquemment son poussin. Mais ces trajets courts dans des zones qui sont proches des colonies, donc en général soumises à une très forte compétition et potentiellement moins productives, elles suffisent pas à subvenir aux besoins des parents. Donc c'est pourquoi au bout d'un moment, après avoir effectué plusieurs trajets courts, ils vont effectuer un trajet très long où ils vont viser des zones plus productives et pour subvenir à leurs propres besoins. Donc finalement, ce qui nous intéressera, nous, dans l'étude, dans la détermination d'aires de forte biodiversité, ce seront surtout ces trajets courts, donc qui sont
libérés un petit peu du besoin d'être proche de la colonie, donc qui fournissent des informations vraiment sur tout le parc marin et qui sont des zones plus productives. Donc ensuite, on a 23 trajets de pétrel de Tahiti à partir de 2 sites, collectés à partir de 14 individus, donc ça constitue le premier tracking jamais réalisé par cette espèce. Donc ça permettra de déterminer un petit peu quelles sont les caractéristiques qui vont déterminer son habitat en mer et apporter des mesures de conservation qui sont adaptées à cette espèce. Peut-être également estimer le risque de prise accessoire avec des bateaux de pêche, etc. Donc on a un maximum de distance qui est moindre, mais parce qu'on a un échantillonnage également moindre. Mais finalement, on se rend compte que les durées moyennes sont relativement similaires, mais avec des distances parcourues plus importantes. Enfin, si on regarde le pétrel de Gould, malheureusement, ça fait 2 ans que j'essaye d'étudier cette espèce. C'est énormément de logistique parce qu'il faut être en montagne, on est complètement coupé de tout. Et on a eu le malheur d'avoir un cyclone la première année, donc on a dû déserter complètement. Et la deuxième année, très peu de retours, donc finalement, on se retrouve avec seulement 3 trajets pour cette espèce, qui constituent les premiers trajets qu'on n'a jamais obtenus sur celle-ci, mais qui ne pourront pas apporter finalement beaucoup d'informations sur cette espèce. Donc ensuite, si on analyse un petit peu ces résultats, on peut regarder ici les différentes kernels, donc les zones principales d'alimentation qui ont été identifiées par colonie. Et donc ce qu'on peut observer, c'est que ici, vous voyez en plus foncé les kernels donc, à 50%, donc qui sont vraiment les zones les plus marquées d'alimentation. Et on a un très faible overlap entre les colonies. Malgré le fait que parfois elles soient très proches et qu'elles pourraient se recouvrir complètement, on voit qu'ils visent des zones très différentes. Donc on peut supposer que c'est un évitement de la compétition au sein de cette espèce. Et notamment, vous le voyez ici, avec ces 2 sites qui sont situés dans une zone où on a une énorme densité d'îlots, où on a énormément de puffins, et qui se dirigent plutôt vers le nord, donc vers la côte est, où il y a potentiellement beaucoup moins de compétition, car il y a beaucoup moins d'oiseaux qui nichent là-bas. Donc on a aussi le site un petit peu atypique là, de Chesterfield, qui lui vient un petit peu confirmer cette hypothèse d'évitement de la compétition, puisque lui, il fait des trajets qui sont en moyenne beaucoup plus courts, les individus font des trajets plus courts, car ils ont beaucoup moins de compétition, car ils sont vraiment dans des zones isolées, ils sont à plus de 500 km des premières côtes, et donc il y a beaucoup moins d'oiseaux marins qui vont se nourrir dans ces zones-là. Donc ensuite, si on s'intéresse aux pétrels de Tahiti et aux puffins fouquets qui se reproduisent sur le même îlot, l'îlot Mato, que vous pouvez voir ici, on peut voir qu'ils utilisent des zones qui sont complètement différentes, avec le puffin fouquet qui, lui, va se déplacer majoritairement vers le nord, tandis que le pétrel de Tahiti, lui, se dirige vers le sud. Donc soit on a un évitement de la compétition entre ces 2 espèces qui partent du même îlot, soit finalement on a le pétrel de Tahiti qui, lui, a des caractéristiques différentes, qui va peut-être se nourrir sur des proies différentes, et qui finalement n'est pas vraiment soumis à la compétition. Et donc, contrairement au puffin fouquet, il n'a pas besoin d'aller dans des zones plus lointaines, où il y a moins de puffins pour se nourrir, mais il peut se nourrir sur des proies différentes, aux mêmes endroits que là où il y a énormément de compétition pour les puffins. Donc ça peut être confirmé par différentes méthodes, dont c'est des analyses qui sont encore en cours, mais les perspectives, ce sera de s'attaquer également à l'écologie trophique via différents outils. Donc premièrement, il y a les isotopes stables, qui en fait, on effectue des prélèvements sur différents tissus, qui vont nous informer sur le niveau trophique et la provenance à très large échelle des proies des oiseaux, à différentes échelles de temps. Donc, quand on prélève sur du plasma sanguin et qu'on l'analyse, on a les résultats de ce qui a été mangé durant les 3-4 derniers jours. Si on fait ce prélèvement sur des globules rouges, on a les 3-4 dernières semaines du régime, tandis que les plumes des ailes, prélever un petit bout de ces plumes, permet de voir ce qu'ils ont mangé au moment où ils muent ces plumes, c'est-à-dire à la période internuptiale, durant laquelle ils effectuent des trajets transéquatoriaux. Donc ensuite, on a le métabarcoding qui va nous permettre d'identifier dans les fientes et le régurgitat les proies qui ont été consommées à l'échelle de l'espèce. Et enfin, en complémentaire, les macroanalyses qui permettent d'identifier quelques espèces qui auraient échappé au métabarcoding par des analyses uniquement visuelles. Donc, les premières analyses qui ont été tirées de ces résultats isotopiques, on en a ici, par exemple, on en a un exemple ici.
En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des individus qui se nourrissaient beaucoup plus la nuit lorsqu'ils effectuaient des trajets longs autour de la pleine lune. Et en fait, on a remarqué que ces oiseaux pouvaient profiter contrairement à ce qu'on pensait, que c'était des oiseaux majoritairement diurnes, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient profiter de la luminosité de la nuit pour se nourrir également la nuit, donc étendre leur fenêtre temporelle d'alimentation. Donc ça pourrait être une réponse aussi à cette très forte compétition qui fait qu'ils pourraient se nourrir plus souvent. Et de plus, en analysant leur régime alimentaire, on se rend compte qu'ils se nourrissent à des niveaux trophiques différents. Donc finalement, ils pourraient accéder à des proies aussi différentes durant la nuit, même si elles sont de niveau trophique inférieur, donc potentiellement moins énergétiques. Ensuite, on peut voir aussi que le niveau trophique des proies, il va diminuer lors de la reproduction. Donc ça peut s'expliquer par les contraintes qu'ont ces oiseaux. C'est-à-dire qu'on a la première phase qu'on appelle l'exode prénuptial, durant lequel ils vont partir pendant 1 mois en mer avant de revenir pondre leur œuf. Donc ils vont faire le plein d'énergie. Donc là, ils ont accès à des zones qui sont dans leur optimum en fait, puisqu'ils peuvent vraiment les choisir et ils n'ont pas la contrainte de revenir. Donc ils se nourrissent sur des proies qui ont un niveau trophique plus supérieur. Ensuite, durant l'incubation, ils effectuent des trajets assez longs d'environ 1 semaine, pendant qu'ils se relaient pour venir couver l'œuf. Là, donc, on a un niveau trophique qui décroît, mais qui reste supérieur au niveau de l'élevage des poussins, où vraiment, ils doivent effectuer des trajets beaucoup plus courts. Donc, on l'a vu en moyenne de 3 jours, pour revenir nourrir les poussins. Ça montre encore une fois que si on veut voir les zones les plus productives, il faut utiliser les trajets les plus longs et non pas les trajets courts qui sont vraiment contraints par le besoin d'être proche de la colonie. Donc ensuite, l'idée, ce sera d'évaluer les paramètres qui vont permettre de déterminer ces zones d'alimentation, de vérifier leur relation avec effectivement une forte biodiversité. Donc ça pourra passer également pour les analyses isotopiques, par exemple, en comparant le niveau trophique des proies des puffins ou des pétrels, et de le comparer à ce qu'on retrouve chez les thons, dans le sang des thons, et donc de vérifier s'ils se nourrissent effectivement sur les mêmes proies. Ou également par le métabarcoding, puisqu'on a une identification des proies à l'échelle de l'espèce. Cette modélisation, ce sera qu'on va pouvoir reprojeter sur tout le parc marin, en fonction des caractéristiques qui ont été trouvées. Si le modèle marche bien, on pourra prévoir où est-ce que sont ces zones d'alimentation majoritaires, et donc ces zones de plus forte biodiversité, tout autour du parc marin. Donc ici, vous pouvez le voir. On a une corrélation, vous avez là en rouge tous les points qui correspondent à l'alimentation, lors de la première année de tracking, et qui suivent vraiment les fronts de courant, et ici les fronts thermiques. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a toutes ces données, je compte attaquer ça dès que je rentre, analyser qu'est-ce qu'il était en train de faire. Ensuite, on terminera à large échelle. Donc finalement, on aura identifié les principales zones d'alimentation de ces différents oiseaux, plus celles potentielles grâce à la modélisation. On pourra s'en servir comme des proxys de zones abritant une forte biodiversité, et ainsi fournir des aides à la décision pour les gestionnaires. Donc l'idéal, bien sûr, ce serait que cette étude s'inscrive ensuite dans un cadre encore plus large, qui a effectivement réuni du tracking qui s'effectue sur les requins, sur les baleines. On a fait un suivi un petit peu du micronecton par différentes campagnes en mer. L'idée, ce serait de combiner toutes ces données pour déterminer vraiment des zones importantes à protéger dans ce parc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci Andreas pour cette présentation très dynamique. C'est parti. Oui, tu as dit des travaux, ça permet d'identifier des zones de biodiversité intéressantes, qui servent par rapport aux oiseaux pour identifier ces zones. Mais ces zones, en fait, souvent les oiseaux sont avec des pélagiques qui bougent, qui se déplacent. Donc en fait, est-ce que ce sont ces zones de biodiversité intéressantes? Est-ce qu'elles sont fixes? Est-ce qu'elles ont toujours un endroit? Ou est-ce qu'elles se déplacent au long temps? Alors ça va être intéressant d'avoir en fait une étude qui ici est pluriannuelle, qu'on a menée sur 3 ans, 3 saisons de reproduction. Et en fait, on va également identifier la variabilité interannuelle de ces sites. Et ça, coupé à la modélisation, on va voir si en fait ils ont des zones qui sont bien déterminées où ils le retrouvent tout le temps, ou si ça dépend vraiment des caractéristiques environnementales, par exemple, qui vont déterminer la distribution de ce micronecton et donc de toute cette biodiversité.
donc, in fine, ça nous permettra de dire si ces zones, elles bougent ou pas. Dans le cas où elles bougent, c'est évident que ce sera un petit peu plus difficile de déterminer des aires protégées qui vont se mouvoir, mais ça, après, ce sera au gestionnaire un petit peu de prendre cette décision. Et on peut voir, là, on avait essayé de regarder un petit peu la stabilité environnement d'une année à l'autre sur un même site, sur les mêmes espèces. Et c'est pas flagrant ici, mais il viserait quand même à peu près les mêmes zones, sauf qu'on a un moins gros échantillonnage la deuxième année. Donc il faudrait recalibrer en fonction du nombre d'individus traqués d'une année à l'autre pour voir si effectivement on a ou non les mêmes zones utilisées. Merci et félicitations pour ta présentation, j'ai oublié, c'était très intéressant. Merci, oui, bravo pour cette très belle présentation. Je voulais savoir, en Nouvelle-Calédonie, il y a également un suivi précis de la pêche palangrière qui se fait. Est-ce que vous avez essayé de faire des corrélations entre les zones de pêche qui sont utilisées par les pêches palangrières et les zones de nourrissage des oiseaux? Très bonne question. Moi, j'avais commencé à regarder ça, mais la direction des affaires maritimes s'y est un petit peu opposée. Ils voudraient un petit peu bien cadrer ça avant pour qu'on puisse... selon eux, il y a énormément de réductions. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour réduire justement ces prises accessoires. Et ils ne voulaient pas qu'on utilise les données immédiatement. J'avais commencé à faire des cartes un petit peu en fonction du nombre de crochets par endroit, quoi, et de superposer au moins justement ces zones d'alimentation principales pour voir si on retrouvait. J'avais fait ça pour le pétrel de Tahiti. Il y avait assez peu de recouvrement justement entre ces deux zones, mais ils veulent pas trop pour l'instant qu'on travaille là-dessus, donc c'est encore en discussion, on va voir comment on peut organiser ça. Merci. Merci. Quand tu as fait le modèle de clustering, comment tu peux distinguer entre un oiseau qui plonge beaucoup mais qui ne pêche pas et un autre qui pêche beaucoup, qui alimente beaucoup? Si j'ai bien compris, il ne bouge pas pendant qu'il alimente. Mais... si justement, en fait, quand il ne se déplace pas du tout, là ça va être ce sera classé en repos. Donc en fait, c'est vraiment, il sera à la surface de l'eau. On peut le voir bien. Un petit peu de mal. Ok. On peut le voir bien ici. Donc là, en bleu clair, on a vraiment les zones. Là, en rouge, on a les zones, en fait, ça se voit pas très bien à cette échelle, mais il reste. Et là, par exemple, c'est en jaune. Il reste vraiment à la surface de l'eau, mais sans bouger. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de sinuosité dans son trajet, en fait. On voit juste, il bouge très lentement parce qu'il se laisse dériver à la surface de l'eau, mais vraiment, il n'est pas en train de se déplacer du tout. Donc ça, on sait que c'est juste être assis à la surface. Il a quand même une certaine sinuosité dans son trajet et qu'il effectue, qui reste dans la même zone, donc la vitesse est faible, mais qu'il tourne quand même. C'est là qu'il y a un comportement d'alimentation. Après, on ne peut pas être sûr que ce soit un effort de recherche de nourriture ou s'il est effectivement en train de consommer des proies. Là, il y a des mécanismes qui existent, et ça consiste à mettre un capteur dans l'estomac de l'oiseau et puis d'enregistrer en fait la température pour voir s'il a ingéré quelque chose. C'est des manips qui sont quand même un petit peu plus lourdes pour l'oiseau et qu'on évite. On a quand même une définition assez bonne avec ce type de clustering assez récemment défini et qui en plus s'adapte en fait à n'importe quelle espèce puisqu'elle ne se base pas sur des a priori, elle fait des regroupements à partir des données obtenues. Merci. Merci. Est-ce que pour ces trois espèces-là, vous avez des données assez précises sur le rythme alimentaire des poussins? Parce que là, tu parles de période de 12 jours où les adultes partent pêcher. Est-ce que pendant ces 12 jours-là, les poussins ne sont pas du tout alimentés, forcément? En fait, ils alternent généralement. Il y a une coordination entre le mâle et la femelle. En général, quand il y en a un qui part pour faire un trajet long, l'autre effectue des trajets courts. Ça ne marche pas à 100%. Des fois, ils partent tous les deux pendant 8 jours et le poussin n'est pas nourri pendant 8 jours. Bon, il survit, ça va. Terrier tout seul, mais il survit. Mais en général, il y a quand même une coordination entre le mâle et la femelle pour essayer de ne pas partir en même temps sur des trajets longs. On ne sait pas trop comment est-ce qu'ils coordonnent ça. Une communication au moment où ils se croisent, mais ils se croisent assez peu fréquemment en fait, pour l'élevage de poussins.
on se demande un petit peu comment est-ce qu'ils arrivent à décider ça. Oui, Andreas, toujours content de voir un ancien étudiant de master de l'IO fin de thèse. En plus, ton sujet de thèse tombe très bien, en fait, ta présentation tombe à la suite du rapport de l'IPBES, donc la plateforme internationale sur la biodiversité écosystémique. Donc la biodiversité revient à l'œuvre, tant mieux, et ton exposé a montré quand même cette relation entre les espèces sauvages et la gestion des ressources, et je pense que ça, c'est quelque chose à mieux expliquer au grand public. Par contre, j'ai trouvé quand même que tu devrais plus détailler ta présentation et peut-être expliquer au grand public qu'est-ce qui se cache derrière ce mot biodiversité. Tu as parlé de perte de biodiversité, de zones de forte biodiversité, mais il faut expliquer aux gens que la biodiversité, ça peut être la diversité des espèces, ou la diversité en abondance, donc des populations d'espèces en particulier. Et les oiseaux marins, effectivement, quand il y a une perte de biodiversité, ce n'est pas une perte des espèces, ce n'est pas des espèces qui vont s'éteindre, c'est bien des populations qui se cassent la figure, et donc des fonctions écologiques de ces espèces qui vont disparaître. Hein. Donc rajoute de la précision, mais les non-scientifiques des oiseaux, ça ne mange pas de pain, comme dirait mon ancien mentor taxonomique. Voilà, je pense que tu peux remettre du détail parce que c'est pas ça qui va brouiller, je pense, le message scientifique. Ça va donner plus d'informations au grand public sur l'importance de la biodiversité. Tu nous as pas dit, par exemple, tu nous dis que les pétrels les puffins, donc ils vont dans des zones d'alimentation, c'est des indicateurs de forte biodiversité, mais c'est des oiseaux de mer de taille moyenne, c'est pas des gros oiseaux de mer. Donc cette forte biodiversité, est-ce que c'est en poissons pélagiques, et quelle est la taille de ces poissons en fait? Ils vont pas manger des gros thons, ils vont manger soit des jeunes thons, soit des poissons de taille intermédiaire. Donc cette zone de forte biodiversité, il faudrait peut-être le détailler, c'est quel type de ressources, c'est des indicateurs de quel type de ressources exactement. Voilà, donc ça manque de détails. Maintenant, ma question, elle est celle d'un ornithologue, amateur, mais ornithologue. C'est que tu as montré qu'en Nouvelle-Calédonie, le pétrel de Tahiti, qui a une répartition très large, hein, tu l'as dit, Nouvelle-Calédonie, Samoa, Polynésie française, tu as dit que c'était une espèce avec les puffins fouquets. Or, à Tahiti, on trouve essentiellement, même quasiment le pétrel de Tahiti dans toutes les îles volcaniques hautes habitées en montagne. Alors, comment tu expliques que le pétrel de Tahiti est trouvé uniquement en montagne aujourd'hui à Tahiti? C'est vrai que ce type initié surtout en bord de mer, parce qu'en Calédonie, on le retrouve beaucoup en bord de mer. Et je me rends compte aussi que plus on étudie cette espèce, plus on se rend compte qu'on n'en sait rien dessus. Elle a une reproduction asynchrone, elle peut se reproduire toute l'année. On la retrouve dans des endroits où on ne la suspectait pas du tout avant, sur des îlots complètement sableux où normalement il n'y a que du puffin fouquet. Et effectivement, c'est vrai qu'à la base, on la retrouvait apparemment plus en montagne. Donc il y a, je pense, deux choses qui pouvaient expliquer ça. Une compétition avec le puffin fouquet juste pour l'espace à terre, pour creuser des terriers, etc. Il y a une énorme population. Le pétrel de Tahiti lui peut nicher à la fois en bord de mer et plus en montagne, donc forcément il va là où il y a moins de compétition, donc il ira plus vers la montagne. Et je pense qu'après tout simplement ça s'explique aussi aujourd'hui quand on se trouve beaucoup en montagne par la forte exploitation du littoral par l'homme. Du coup forcément une grosse perte d'habitat et du coup finalement on retrouve. Il n'est pas dans sa niche écologique fondamentale, mais on le retrouve là où, en fait, ce qui reste de sa niche écologique dans les milieux exploités. Oui, il y a la prédation, bien sûr, oui, dans tous les... Enfin, quand je parle des impacts de l'homme, les introduites, etc., mais qu'on va retrouver aussi en montagne, donc je ne pense pas que, même si c'est dans une moindre mesure, aussi beaucoup, oui. Toutes les espèces invasives, tous les chats que les gens ont chez eux. C'est sûr que c'est des oiseaux qui sont extrêmement naïfs à terre, qui ne se défendent pas du tout, donc il suffit qu'il y ait quelques personnes qui s'installent avec des chats, et le chat peut en manger 3 par soir sans problème. C'est vrai que j'aurais dû insister un petit peu plus, puisqu'en plus j'avais le temps qui m'en était donné pour parler un petit peu de la vulnérabilité de ces espèces, notamment le pétrel de Tahiti qui fait partie d'un genre où il y a il y avait 5 espèces à la base de ce genre Pseudobulvaria,
Il y en a une qui est éteinte, les 3 autres sont en danger critique d'extinction, et il nous reste que cette espèce qui est comme quasi menacée aujourd'hui, mais dont peut-être le classement a été fait un petit peu rapidement, étant donné les données qu'on a. Et effectivement, quelle était cette biodiversité associée à ces oiseaux. En fait, c'est des oiseaux qui se nourrissent effectivement sur du protecton, donc des tout petits poissons. Donc en fait, c'est pas tellement cette biodiversité-là, même si elle a une très forte importance, c'est qu'en fait, c'est une réserve de nourriture pour énormément d'autres espèces donc, qui vont être associées à ces zones. Donc s'il y a une zone qui va permettre à ces petits poissons d'être plus présents, il y aura toute la biodiversité qui va s'en nourrir, et en fait, toutes les interactions du coup, qu'il y a dans l'écosystème vont faire qu'il y aura plus de biodiversité à cet endroit-là. Merci pour ces remarques.